Bonjour Véronique Nguyen. Bonjour Jean-Philippe. Véronique Nguyen, vous êtes professeur adjoint de management stratégique au groupe HEC Paris. Vous êtes auteur dans Forbes d'une tribune « Prendre de mauvaises décisions », le courage de prendre de mauvaises décisions. Voilà, alors moi ça m'a tout de suite intrigué. C'est quoi une mauvaise décision? Alors, cette notion de mauvaise décision, elle fait référence à un courant de pensée qui est ultra dominant et qui nous préconise d'éviter les mauvaises décisions et de prendre des bonnes décisions. Et j'ai voulu, un petit peu par frustration, par agacement, prendre un petit peu le contre-pied de ce courant parce qu'il me semble qu'il a des limitations évidentes, bien que ce courant soit hégémonique. Alors, il y a deux défauts qui m'ont frappée. Le premier, c'est le manque de valeur pratique de cette liste des biais cognitifs, donc formulée par les gens qui étudient l'économie comportementale. Donc, avoir la liste de tous ces biais, ça n'aide pas à prendre de meilleures décisions. Vous voyez, si vous êtes entrepreneur, si vous apprêtez à vous marier, il est probable que les choses vont mal se terminer pour vous quand vous regardez les statistiques. Donc, vous êtes victime du biais d'excès de confiance en vous-même ou d'excès d'optimisme. Mais malgré tout, la décision, elle va être prise et le savoir, ça ne va rien changer puisqu'en fait, les grandes décisions, elles sont prises, je pense, de manière inconsciente et quand elles affleurent à la conscience, elles sont déjà prises. Donc, faire la liste de tous les défauts de l'esprit humain, ça me rappelle un défaut d'adolescente. C'est-à-dire que vous voyez les jeunes filles qui passent leur temps à se regarder dans le miroir, à se comparer à un idéal de beauté. Donc elles vont dire, ben voilà, par rapport à cet idéal, j'ai le nez qui est trop court, trop machin, les cheveux trop. Et donc là, je pourrais dire que l'étude des biais cognitifs est pour l'intellectuel ce que la dysmorphophobie est à l'adolescente, c'est-à-dire passer beaucoup de temps à étudier les défauts que l'on a par rapport à un idéal, mais tout ça, ça n'a aucune valeur pratique, c'est une forme de névrose, une névrose très féconde, mais voilà, qui est bizarrement placée sur un piédestal, alors que ça devrait être traité comme une pathologie de l'esprit. Hein. D'accord, voilà. Donc, prendre pour référence la bonne décision, c'est une névrose d'adolescent, pour faire simple. C'est-à-dire se comparer en permanence à un idéal rationnel et se dire « Ah mon Dieu, on fait des jugements imparfaitement rationnels ». Bah oui, effectivement, on n'est pas tout le temps rationnel. Donc on a un idéal et donc faire la liste de tous les défauts, de tous les petits défauts que l'on a, voilà, c'est d'un intérêt peut-être assez limité. Voilà. Même si, à titre personnel, je suis très friande de cette littérature, que je trouve que c'est tout à fait passionnant. Alors voilà. La conséquence, c'est qu'il faut avoir du courage. Et il faut avoir le courage de prendre des mauvaises décisions. Alors voilà, l'essentiel, je veux dire, est effectivement ailleurs. C'est-à-dire que les décisions les plus simples à prendre, et sont celles qui sont étudiées par l'économie comportementale, ce sont celles où vous avez un seul but à maximiser, un seul objectif à atteindre. Or, dans la vie, on a en général une pluralité d'objectifs et de buts, et ces objectifs sont généralement peu alignés, ils peuvent être même complètement orthogonaux. Donc, quand on a des objectifs partiellement contradictoires, on va forcément prendre une mauvaise décision. Et donc, ce concept ou ce mythe de la bonne décision ne correspond pas à la plupart des décisions difficiles que les êtres humains ont à prendre. C'est-à-dire qu'ils ont le choix entre une mauvaise et une bonne, mais ils ont le choix entre plusieurs mauvaises décisions. Enfin, on va en prendre quelques exemples. Vous avez un salarié qui est sous-performant et qui est atteint d'un cancer. Est-ce que vous le devez licencier? Certaines entreprises licencient. Vous avez une star dans votre équipe, donc des ventes ou de l'IT, mais il est totalement individualiste et il ne veut pas partager. Est-ce que vous le gardez, oui ou non? Est-ce que vous acceptez une promotion à l'étranger quand vous savez que votre famille risque d'en être malheureuse? Donc vous avez plusieurs contraintes, plusieurs objectifs à satisfaire, et donc vous êtes amené à prendre des mauvaises décisions. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut distinguer deux types de raisons. La raison instrumentale, c'est-à-dire la raison qui est au service d'un but unique, et la raison axiologique, donc du grec axia, raison, on pourrait dire, si on était kantien, la raison pratique, et qui est la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est juste de faire.
Donc, vous êtes le dirigeant de Ford, vous avez des Ford Pinto, on les percute par l'arrière, vous savez que le réservoir prend feu et qu'il y a un certain nombre de morts, vous faites le calcul économique, vous vous dites, ah ben, effectivement, le coût de revoir toute la chaîne de fabrication, de rappeler toutes les voitures est supérieur au coût d'indemniser les victimes. Donc, comme ça s'est passé dans l'histoire, vous pouvez décider de continuer avec ce défaut majeur. Et donc, je dis, il faut avoir le courage de prendre des mauvaises décisions parce que justement, il faut avoir le courage de s'affranchir de certaines contraintes qui peuvent être la rentabilité ou la recherche du profit. Bien sûr. Alors, impact majeur pour la pratique. Vous prenez l'exemple Kodak versus Fujifilm et vous nous dites là, voilà, il y a un virage digital. On sait que toutes les entreprises sont confrontées au problème du digital. On a un cas de succès, un cas d'échec, mais en fait, vous le lisez à travers cette grille de lecture. Alors, oui, j'ai voulu parler du cas Kodak-Fujifilm, parce qu'en fait, le cas Kodak est très souvent cité comme un exemple de biais de statu quo. Et donc, souvent, on va plaquer sur la réalité un certain nombre de biais cognitifs qui ont été identifiés en laboratoire. Or, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'en fait, les dirigeants de Kodak avaient parfaitement identifié l'histoire qui était en train de se dérouler. C'est-à-dire tous les mois, ils suivaient les ventes d'appareils numériques. Ils savaient très bien que leur business était condamné. Ils savaient que ce serait une tâche herculéenne de transformer l'entreprise. Et donc, ils se sont dit, on va être rationnel, on va traire la vache jusqu'au bout, on va tirer les cash flows jusqu'au maximum parce que de toute façon, nos employés, nos actifs, on pense qu'ils ne sont pas transformables. Et donc, ils ont agi de manière rationnelle. Et donc, leur reprocher de ne pas avoir agi de manière rationnelle, c'est un mauvais procès. D'ailleurs, il y a des gens qui travaillaient chez Kodak qui ont lu l'article, ils m'ont dit, mais vous avez très bien décrit ce qui se passait, comment vous le saviez? Je lui ai dit, non, je l'ai déduit d'un certain nombre d'articles de presse. Et alors, par comparaison, Fujifilm fait l'opposé, c'est-à-dire qu'ils tombent dans le biais d'excès de confiance, d'excès d'optimisme. Ils se disent non, ce n'est pas parce que mon cœur de métier est condamné qu'on ne va rien faire. Donc on va tenter quelque part l'impossible, on va renoncer à cette vision d'actionnaire qui, quand il voit que voilà, les dés sont jetés, il va prendre son capital et le mettre ailleurs. Il dit non, nous on va faire ce qu'il faut, on va prendre les risques qu'il faut. Voilà, on risque sa peau pour réinventer nos business. Et effectivement, Kodak a quasiment failli disparaître. Ils ont eu leur chiffre d'affaires divisé par 10. Quand vous voyez Fujifilm, qui a réussi à multiplier par 2 ses ventes, ils ont sauvé leurs employés. Tout ça en prenant des risques qui étaient peut-être déraisonnables, et sûrement déraisonnables. Qui auraient pu paraître inconsidérés. Voilà, et donc ils ont eu le courage de prendre la mauvaise décision, c'est-à-dire la décision non rationnelle, c'est-à-dire un excès d'audace. Merci Véronique Nguyen. Merci Jean-Philippe.